Merci, mesdames et messieurs, d'être nombreux à suivre ce nouveau numéro de votre émission dénommée La Focalisation, où nous recevons pour vous Monsieur Modeste Mbonigaba, à qui je dis bonjour. Voilà, je signale que nous vous recevons à votre casquette d'écrivain. En 30 ans, vous avez écrit une trentaine d'articles sur les élections, la démocratie, le développement. Mais aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de votre dernière publication du livre intitulé Objectif 2040, préalable pour une émergence dans 20 ans. D'entrée de jeu, à quoi renvoie ce titre? Alors, le titre, effectivement, j'ai en 30 ans écrit une trentaine d'ouvrages et d'articles sur les élections, la démocratie et le développement en Afrique. Parce que pour moi, ces trois thèmes sont intimement liés. Les élections, les bonnes élections sont à la base de la vraie démocratie. Et il n'y a pas de développement digne de ce nom, là où il n'y a pas de démocratie. Or, moi, je pars du postulat selon lequel nous, en Afrique en général, nous avons pris le mauvais départ en ce qui concerne les élections, et du coup, la démocratie est boiteuse également, et donc le développement ne peut pas être au rendez-vous. C'est pour cela que cet ouvrage, le dernier que je viens de publier, que j'ai intitulé Congo Objectif 2040, préalable pour une vraie émergence en 20 ans, il s'agit de l'émergence ici, donc c'est du développement qu'il s'agit. Le titre renvoie donc à la problématique du développement du Congo, en sachant qu'il y a des choses qu'il faut faire pour que cette émergence ait effectivement. Voilà, exactement. D'aucuns pensent que le sous-développement serait une fatalité. Partagez-vous cet avis? Non, justement, parce qu'effectivement, les gens ont fini par croire que nous sommes condamnés au sous-développement à perpétuité, parce qu'ils se demandent comment les autres progressent et nous, apparemment, on recule. Alors, ce n'est pas une fatalité. D'ailleurs, déjà, il y a une quarantaine d'années, c'était en 1977, que les Nations Unies ont commandé auprès d'éminents experts une étude sur le développement du tiers-monde. Et la conclusion majeure de cette étude a été de dire que les obstacles au développement de l'Afrique et des pays du tiers-monde en général ne sont pas physiques, c'est-à-dire que ce n'est pas lié au climat, au cours d'eau, à l'absence ou à la présence de cours d'eau, au relief, etc. Les obstacles au développement de ces contrées aujourd'hui sous-développées sont humains, c'est-à-dire qu'ils sont liés à l'organisation politique, sociale et institutionnelle dans ces pays-là. C'est pour cela que moi je m'inspire de toutes ces études-là pour démontrer qu'il faut organiser correctement nos sociétés si nous voulons effectivement nous engager dans la voie du développement. Voilà, la démocratisation déclenchée en Afrique depuis le début des années 90 n'a visiblement pas boosté le développement. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Mais voilà, c'est parce que justement, la démocratisation telle que nous l'avons amorcée, nous en Afrique, n'a pas été la bonne manière de le faire. C'est que nous avons cru qu'il suffisait d'avoir plusieurs partis politiques, plusieurs syndicats, et commencer à crier que maintenant on est en démocratie. Non, la démocratie c'est beaucoup plus profond que cela. C'est parce que justement nous n'avons pas compris que la démocratie, c'est d'abord la participation effective des citoyens, et non le folklore auquel on assiste en Afrique. Parce que nous, ce à quoi on assiste, c'est du folklore. Qu'est-ce que vous appelez folklore? Le folklore, c'est quoi? C'est que quand il y a campagne électorale, on amène des musiciens, on amène les gens, on transporte les candidats en tipoy, et tout le monde danse, on met des pagnes par terre pour qu'ils marchent dessus. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La démocratie, c'est au niveau, prenons le cas de l'élection présidentielle, c'est un homme face à sa nation. Il dit voilà ce que j'apporte, si vous me faites confiance, voilà comment je compte conduire notre pays vers des destinées meilleures. Donc il est en face, en dialogue avec ses concitoyens.
Ici, chez nous, est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. Chez nous, on fait beaucoup de caravanes motorisées, etc. Et donc, ça reste au stade folklorique. Voilà, pour juguler la mauvaise gouvernance en RDC, vous préconisez dans ce livre 16 mesures à prendre dans plusieurs domaines. La première concerne le vote. Vous estimez qu'il faut coupler le droit de vote au devoir de bien élire. Comment l'expliquez-vous? Voilà, je crois que c'est vraiment le cœur de toute la problématique en ce qui concerne les élections, à mes yeux, se situe là. Parce que nous avons perdu de vue que voter est certes un droit, mais que c'est aussi un devoir de bien élire. Parce que lorsque vous ne faites pas correctement votre devoir de citoyen de bien élire, les résultats sont tronqués. Bien élire, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir conscience des enjeux qu'il y a derrière chaque élection. Une élection communale ou locale, on peut dire que les enjeux sont assez clairs et à la portée de tout le monde. Même si on n'a pas été à l'école, on sait que au niveau de la commune ou de la collectivité dans nos zones rurales, ce qu'il y a à faire, c'est veiller à ce que, par exemple, les routes soient praticables, qu'il n'y ait pas d'érosion, que toutes ces choses tout à fait ordinaires, mais qui permettent à ce que le travail à la base puisse se faire. Là, tout le monde peut comprendre les enjeux qu'il y a. Mais lorsque vous arrivez au niveau de la province, pour ce qui concerne notre pays en particulier, vous allez vous rendre compte que dans toutes nos provinces, on se retrouve avec plusieurs tribus. Et donc, l'élément tribal, lorsqu'il est politisé, les gens ont tendance à s'aligner derrière leur leader tribal. Alors que l'enjeu à ce moment-là, c'est le développement de la province. Et qu'il faut donc que tous les citoyens qui participent au vote soient capables de bien comprendre que ce qui est en jeu, c'est le développement de la province. Et donc, le meilleur candidat sera celui qui viendra avec un meilleur programme pour développer la province en Voilà, on reste là, vous parlez du devoir de bien élire. Alors, comment est-ce que la population peut bien élire alors que l'environnement électoral est reproché des allégations de corruption? Mais voilà, justement, c'est pour cela que le fait de demander, d'imposer le devoir de bien élire devrait pousser les décideurs ou les législateurs à revisiter le code électoral et à faire en sorte que, désormais, à chaque élection corresponde un électorat approprié. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va à toutes les élections. C'est ça qui fausse le jeu. Parce que je viens de montrer que lorsque vous n'avez pas la maîtrise des enjeux, vous vous alignez derrière votre leader de tribu, qui n'est pas nécessairement le meilleur candidat. Alors qu'on a besoin de votre choix rationnel et responsable pour détecter le meilleur candidat qui donne des meilleures garanties pour développer la province. Et donc, cette mesure qui doit être prise à ce niveau sera de dire, voilà, sur les 40 millions de Congolais qui ont été recensés par la CENI l'année passée, on nous a dit qu'ils étaient 40 millions qui avaient l'âge de voter en 2018, nous disons que tous les 40 millions restent électeurs. Mais, et c'est ça la nouveauté, désormais, ils sont 40 millions d'électeurs au niveau local, mais lorsqu'on arrive au niveau de la province, ils ne sont plus 40 millions. Parce que par rapport à la perception des enjeux, nous sommes absolument certains qu'ils ne sont plus 40 millions. Ils sont tout au plus, d'après nos recoupements, tout au plus 20 millions. Mais ce sont ces 20 millions-là qui désormais vont voter directement le gouverneur de province. Directement, naturellement les députés sont également élus par eux, mais avec donc cet électorat plus exigeant, on peut être sûr qu'on aura les élus alors ce qu'il y a de meilleurs
Voilà, vous parlez du changement de mentalité à la deuxième mesure. En quoi et pourquoi serait-il utile? Mais voilà, je viens de dire que la mesure que je viens de dénoncer en fait provoque toutes les autres que nous allons avoir à passer en revue. Parce que le simple fait de pousser désormais à ce que les électeurs soient tous des gens parfaitement conscients des enjeux, va les pousser à ne plus réfléchir en termes de tribus, justement. À ce moment-là, il va se dire, tiens, mais faites pour nous, la province ici, le meilleur candidat c'est elle, ça peut être quelqu'un qui est d'une autre tribu, parfois même hostile à la sienne, historiquement, mais il va dire, par rapport à son programme, à ce qu'il propose, c'est lui le meilleur candidat et je ne peux pas transiger sur ça, ce sera lui. Donc la mentalité va changer du simple fait qu'il n'a plus ce réflexe de raisonner en termes de tribu. Voilà, asseoir la bonne gouvernance, c'est l'intitulé de la troisième mesure. Par là, vous affirmez en même temps que la RDC est dépourvue d'une gouvernance assise? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est nécessaire? On n'a pas besoin d'un décès pour ça. Tout le monde se rend bien compte que notre gouvernance est en dessous de la moyenne. Alors, que préconisez-vous pour la remontée? Alors, justement, parce que j'ai dit qu'à la base de toute vraie démocratie, il y a la participation citoyenne. Est-ce que vous savez que le simple fait de demander que seuls ceux qui savent lire et écrire dans la langue du terroir, pas en français, juste en swahili, en chiluba, en kikongo, en lingala, soient les seuls qui puissent effectivement être conviés au vote au niveau provincial? Parce qu'une fois que son élu est assis dans son siège, cet électeur peut lui envoyer même un texto. Un texto, il peut envoyer à son élu pour dire, voilà, mais je viens d'entendre, vous venez de dire quelque chose sur tel sujet, mais ce n'est pas ce que vous disiez ici pendant la campagne. Votre programme était plutôt aligné sur telle ligne. Maintenant, je me rends compte que ce n'est plus ça. Voilà les contrôles, voilà ce qui permet à un pays d'être effectivement dans la bonne gouvernance, parce qu'il y a une interaction quotidienne, permanente, entre les gouvernants et les gouvernés. Voilà. Passons à la quatrième mesure, où vous parlez de maximiser l'efficacité des institutions. Pourquoi et par quel mécanisme? Oui, parce que vous voyez, les institutions, on parle généralement des trois pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ces trois pouvoirs doivent agir en synergie, de manière à ce que le pouvoir judiciaire arrête le pouvoir politique et législatif, mais le pouvoir politique, arrête le pouvoir. Donc les trois pouvoirs doivent se contrebalancer. Alors ce n'est pas le cas actuellement RDC? Ce n'est pas le cas malheureusement actuellement. Vous sentez que par exemple, l'appareil judiciaire, vous sentez qu'il n'est pas totalement indépendant. Même les législatifs par rapport à l'exécutif. Vous vous rendez compte, dans un pays où on parle de dépendance de trois pouvoirs, le pouvoir législatif n'a pas d'autonomie financière. Alors que déjà du temps de Mobutu, donc au plus fort de la dictature, quand il a été amené à assouplir un peu le régime en 1977 et qu'il a organisé des élections tout à fait ouvertes, sans l'intervention du parti État, les MPR à l'époque, on a eu une chambre législative ici qui était dirigée par feu le président Iléo. Eh bien, je peux vous dire d'expérience que lui avait cette autonomie financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque trimestre, la Banque centrale allouait l'enveloppe trimestrielle qui est prévue au budget pour l'Assemblée nationale. Et c'est le président lui-même, le président de cette chambre, qui actionne ce compte-là. Il n'a pas besoin de passer par le ministre des Finances. Aujourd'hui, pour débloquer les frais de ceci au quotidien de l'Assemblée nationale ou du Sénat, il faut passer par le ministre des Finances. Dans un système où on dit qu'il y a indépendance des trois pouvoirs,
cela est une aberration. Voilà. La cinquième mesure, à la cinquième mesure, vous préconisez de mettre fin au tribalisme dévastateur pour accéder, allais-je dire, à une citoyenneté revendicative. Alors, comment l'expliquez-vous? Mais voilà, justement, nous sommes aujourd'hui, vous vous rendez compte aujourd'hui que le tribalisme est devenu pratiquement la pratique, le sport national. Si vous entrez dans la plupart des ministères ici, vous allez, peut-être que ça va changer maintenant, mais jusqu'il y a le régime précédent, vous entriez dans un ministère, si le ministre est de tel coin, eh bien vous risquez de ne trouver que des ressortissants de ce coin-là, dans un cabinet des ministres de la République. Vous vous rendez compte? Donc, à partir du moment où nous cassons cette politisation du fait tribal, où vous êtes obligé de présenter un bilan à un électorat qui ne peut plus se laisser embobiner par des discours mielleux, vous serez obligé de montrer qu'effectivement vous avez l'envergure nationale. Et donc, dans votre agir de tous les jours, vous montrerez que pour vous, votre village c'est le Congo. Ce n'est plus votre tribu ou votre province. Donc, ce tribalisme-là va disparaître du simple fait qu'on aura changé la configuration électorale, parce que votre clientèle électorale, ce n'est plus dans votre tribu. Vous n'avez donc aucune raison d'aller chercher des voix là-bas. Vos voix, vous allez devoir les chercher sur l'ensemble du territoire national. Exactement. Alors, comment argumentez-vous la sixième mesure qui porte sur la gestion orthodoxe des ressources publiques? Eh bien, vous avez effectivement remarqué que la gestion actuelle des ressources publiques, reconnaissons-le, d'ailleurs même les décideurs eux-mêmes le disent, n'est pas satisfaisante. Les ressources publiques, pour que nous puissions les maximiser, il faut nous assurer que chaque centime qui est prévu, qui doit être versé à l'État, est effectivement, arrive dans les caisses de l'État. Et que chaque centime, lorsqu'il faut qu'il sorte, c'est uniquement pour régler les vraies créances. Parce que là aussi, nous savons comment on fabrique des fausses factures. Ou bien comment on multiplie une facture de 10 000, on met 60 000. Donc, si nous voulons que chaque citoyen devienne un citoyen gendarme, parce qu'à ce moment-là, c'est chaque citoyen qui surveille, devient un peu l'informateur, le lanceur d'alerte, comme on les appelle aujourd'hui. Lorsqu'il voit quelque chose qui n'est pas correct, il signale tout de suite. Alors vous imaginez que dans une configuration comme celle-là, tout l'argent dû à l'État sera effectivement encaissé par l'État, et tout l'argent de l'État ne servira que à régler les vraies créances de l'État. Parce que les citoyens auront changé. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut d'abord changer l'homme pour que le reste suive. Ok. Une nationalité, pour une nationalité congolaise de développement, c'est comme cela qu'est intitulée la septième mesure. Mais par quelle magie cela sera-t-il possible? Et voilà. Donc là encore, vous imaginez qu'aujourd'hui, nous sommes trop frileux par rapport au problème de la nationalité. Alors que dans tous les pays sérieux, dans tous les pays du monde, on a compris que la vraie richesse, c'est l'homme. Encore une fois, si vous voulez attirer les meilleurs du monde à venir, dire voilà, moi j'ai choisi comme nation d'adoption le Congo RDC, parce que je vois qu'il y a des choses formidables qui sont en train de s'y faire. Ils ont des lois que je trouve tout à fait agréables. Moi, je voudrais aller demander la nationalité congolaise pour participer à ce travail de reconstruction exaltant, gigantesque qui s'y opère. Donc, à ce moment-là, on attire tous les cerveaux du monde qui aimeraient venir nous prêter main forte. Mais aussi, nos frères congolais qui sont partis parce que la situation était ce qu'elle était. Aujourd'hui, on dit non, mais vous êtes maintenant partis, vous n'êtes plus là, nous, on ne vous connaît plus. C'est une aberration. Mais aussi, les autres, de partout,
Il suffit, à partir du moment où vous avez un État qui fonctionne, vous n'avez plus à craindre qu'il y ait des infiltrés, qu'il y ait des gens que vous n'arrivez pas à contrôler. Parce que jusqu'au point le plus éloigné du centre, c'est-à-dire au niveau peut-être de la commune ou de la collectivité, vous aurez une administration tellement efficace, tellement bien équipée, que moindre petite chose qui se passe, directement l'information arrive là où il faut qu'elle arrive. Et donc, cette organisation pointue va permettre à ce que les citoyens puissent avoir, les citoyens qui veulent devenir, les étrangers qui veulent devenir congolais, sauront par quelle procédure passer. Nos concitoyens qui étaient aujourd'hui exclus parce qu'ils sont partis dans des circonstances qu'on connaît, pourront revenir chez eux parce que c'est chez eux. Okay. La 8e mesure est celle qui doit faire sortir la RDC de la République bananière pour la faire entrer dans une vraie république. Quel est le moyen que vous préconisez pour le rendre effectif? Est-ce que, vous savez, l'expression république bananière, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça évoque le fait que vous utilisez des concepts modernes, mais tout en restant un peu dans une pratique un peu villageoise. C'est ça l'origine, je crois, de la République bananière d'expression. C'est que aujourd'hui, avec cette réforme, vous aurez des citoyens tellement vigilants, tellement exigeants, que aucun dirigeant ne pourra oser se mettre en marge de la loi, parce qu'il sera chaque fois conscient que les citoyens sont tellement sévères lorsque vous débordez, lorsque vous écartez, que la sanction est immédiate et sans appel et sans pitié. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus moyen d'utiliser la position de politique qu'on occupe pour commencer à faire des choses. Vous appelez vos enfants, vos neveux, c'est eux qui travaillent. Tout ça va s'arrêter. Passons à la 9e mesure intitulée « Tous les droits, tout de suite ». Comment le commentez-vous? Parce que justement, aujourd'hui, nous savons énumérer les droits qui nous sont reconnus, mais nous ne savons pas nous battre pour les défendre. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart d'entre nous ne sont pas conscients d'avoir tous ces droits-là. La division du travail, parce que c'est ça l'appellation que je donne, la division du travail citoyen, qui fait que il y a l'étage des bases où nous sommes tous performants, et l'étage intermédiaire au niveau de la province où nous ne sommes plus que 20 millions, et l'étage supérieur au niveau national où nous ne sommes plus que 10 millions, fait que ces citoyens-là, qui agissent au nom de tous les autres, parce que nous a pas échappé qu'on est aujourd'hui, semble-t-il, déjà 90 millions, mais lorsqu'il faut voter, on ne sera plus que 40, ou sont les 50 millions autres, ils sont toujours des Congolais. Mais on n'est pas tous censés agir comme citoyens, parce qu'il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir. Alors, donc nous disons que tous les droits tout de suite, ce sera une réalité, parce que à chaque niveau, on aura des citoyens parfaitement conscients des droits qu'ils ont et qui sont prêts à le défendre jusque parfois au sacrifice suprême. La création de vrais partis politiques fait l'objet de la 10e mesure. Par là, vous affirmez que le pays ne comprend pas des partis politiques répondant aux normes? Si c'était des partis politiques répondant aux normes, on ne serait pas... Il paraît qu'on est à 700 ou 800 maintenant. 800 partis pour un pays. Vous croyez que c'est vraiment ça la voie qu'il faut suivre? Non, c'est tout simplement parce que les gens ont compris que c'est la seule façon d'entrer dans le jeu et de faire en sorte que, le moment venu, on puisse effectivement aussi participer à la gestion de l'État, qui est perçu comme un patrimoine. Lorsque vous êtes dedans, certains vont jusqu'à dire que c'est une mangeoire. Donc les gens vont en politique plus pour aller manger. Eh bien, tout cela va changer à partir du moment où on aura des citoyens tellement exigeants qu'ils ne pourront plus accepter le folklore auquel on assiste aujourd'hui. C'est eux-mêmes, ce sont ceux-là qui ont aujourd'hui des partis, qui vont se remettre en question, ils vont se demander s'ils sont encore
dans leur rôle s'il ne faut pas tout revoir, parce que avec un tel électorat en face, hors des questions d'avoir la possibilité d'avoir des voix avec des citoyens comme cela. Dans ce cas, quelles sont les caractéristiques d'un vrai parti politique, puisque vous en parlez ici? Oui, c'est qu'un vrai parti politique est porteur d'une vision du monde. Et cette vision du monde, soit en schématisant, on peut dire, soit elle privilégie l'initiative privée. Là, on dit, voilà, on va tout mettre en œuvre pour que les citoyens puissent s'épanouir. Les autres vont dire, non, il faut plus organiser les choses de manière à ce que la redistribution du revenu national soit le plus équitable possible. C'est un peu en schématisant la gauche et la droite. Eh bien, à quelques nuances près, on aura des partis qui vont graviter autour de ces deux visions du monde. Et à partir de ce moment-là, on pourra se contenter peut-être même de deux partis seulement. Mais on reste ouvert pour que celui qui vient avec une vision autre que ces deux-là, il a sa place. Mais il faut prouver qu'effectivement, cette vision vous distingue de cela. La 11e mesure vise à faire émerger une jeunesse vraiment responsable. De quelle manière? Ah, là c'est vraiment là. Je crois que tout le travail que nous devons faire doit reposer sur cet élément-là. Parce que la jeunesse dans notre pays, vous savez que les moins de 35 ans dans notre pays représentent 80% de la population. Alors que dans des pays européens, c'est l'inverse. Il y a les gens, les personnes les plus âgées sont l'écrasante majorité. Donc cette donne-là nous impose une démarche tout à fait originale si nous voulons que la jeunesse puisse jouer totalement son rôle et occupe totalement sa place. C'est pour ça que nous avons même prévu qu'en ce qui concerne les jeunes scolarisés, à partir d'un certain âge, ils peuvent déjà participer au vote. Nous disons par exemple que un jeune qui a 14 ans et qui va à l'école, aujourd'hui chez nous, il est au niveau du CO. Il a terminé le cycle d'orientation à 14 ans. Eh bien, nous pensons que l'initiation à la citoyenneté peut commencer déjà à ce moment-là. Avec ces jeunes-là, de 14 ans, vous lui dites, voilà, vous allez participer au vote de vos élus locaux, communes, collectivités. Parce qu'il faut en faire une force politique. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus d'espace pour jouer. Parce que tout simplement, on a vendu, on a loti tous les terrains de jeu des enfants. Mais s'ils deviennent une force politique, vous croyez qu'on va continuer à se moquer d'eux? Non. Là, on va, pour avoir leur voix, on va dire non, il faut prévoir des espaces pour les jeunes, des ateliers où ils peuvent s'épanouir, etc. Donc, il faut en faire une force politique pour qu'ils puissent effectivement se faire entendre. Vous parlez d'accorder toute sa place à la femme à la 12e mesure, mais pourquoi et comment? Très bonne question. Eh bien, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on dit, il y a des textes qui disent, voilà, il faut au moins un quota de 30%, d'autres disent non, pourquoi pas jusqu'à 50%, etc. Mais on a du mal à appliquer ça. Si toutes les femmes se mobilisaient de façon conséquente pour imposer l'application de ces mesures ou de ces lois, eh bien, ces lois seraient appliquées parce que les femmes représentent plus de la moitié de la population. Mais c'est parce que les femmes, déjà, la plupart n'ont pas la conscience politique qu'il faut pour qu'elles puissent se mobiliser à la hauteur des enjeux et des revendications qu'elles sont censées mener. Mais si nous appliquons cette réforme qui donne, en fait, en résumé, fait en sorte que les meilleurs d'entre nous, qu'ils soient hommes ou femmes, puissent briller et émerger. C'est pour ça que là, avec cette mesure, les femmes les plus brillantes, on n'aura pas de gêne à faire à ce qu'il y ait une femme présidente de la République, à ce qu'une femme premier ministre. Parce que nous allons seulement privilégier la qualité.
l'excellence. Et on ne peut pas y arriver si on n'a pas appliqué ces réformes dont nous parlons ici. Parce que c'est à ce moment-là que tous les meilleurs, là, quel que soit le sexe, vont émerger parce qu'ils seront repérés par ceux-là qui ont la conscience des enjeux, qui savent ce qui doit être. Voilà, la 13e mesure rend possible la mise en place d'un État fédéral tout de suite. Par quel miracle? Là aussi, effectivement, je sais que c'est une question qui intéresse beaucoup de gens, parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que depuis l'indépendance, nous ballottons entre le fédéralisme, l'unitarisme. Les uns disent non, il faut attendre, le fédéralisme, ça peut conduire à l'éclatement du pays, etc. Tout simplement parce que les citoyens qui votent, voyez encore une fois, lorsque celui qui vote n'est plus sensible au discours séparatiste, parce que lui sait exactement quels sont les vrais enjeux, ce discours-là n'aura plus lieu d'être. Aujourd'hui, pour se faire voir, on vient dire, voilà, nous, de tel coin, nous voulons partir, etc. D'ailleurs, nos richesses, parce qu'il y a un public, il y a un électorat qui est prêt à avaler ça. Mais lorsque vous venez avec un électorat aussi exigeant, qui vous dit que voilà, ce qui compte ici, c'est le redressement du Congo, et le Congo doit rester uni, parce que c'est ça la force du Congo. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, en fait, la réalité politique du Congo, c'est que la plupart des Congolais sont à la fois unitaristes et fédéralistes. À la fois. Mais maintenant, la confusion qui existe, c'est quoi? C'est que quand on parle d'unitariste, en réalité, ce n'est pas de l'unitarisme qu'il faut parler, il faut parler de centralisme. Donc il y en a qui sont pour la centralisation, presque à l'excès. Ils sont une extrême minorité. Et il y a ceux qui sont pour l'unité, mais dans l'autonomie. Comme les États-Unis. Vous voyez un pays comme les États-Unis, c'est vraiment un modèle par excellence. C'est un pays à la fois unitaire et fédéral. Voilà. La 15e mesure est celle qui prône ou pas un bon plan Marshall. Alors, comment l'expliquez-vous? Alors, vous avez déjà entendu, il y a des hommes politiques qui parlent de plan Marshall pour redresser le Congo parce qu'il est effectivement tombé trop bas par rapport au niveau où il devrait se trouver. Je vous donne un petit chiffre pour fixer les idées. Vous savez qu'en 60, nous étions au même niveau que la Corée du Sud. Ça veut dire que si nous avions, comme disent les économistes, si toutes les choses étaient restées égales par ailleurs, nous devrions être au même niveau aujourd'hui que la Corée du Sud. Et vous savez, la Corée du Sud est à quel niveau de développement en termes de produit intérieur brut? 1600 milliards de dollars par an. Et nous sommes à combien? 40 milliards. Donc 40 fois moins. Vous voyez? Alors, donc à ce moment-là, certains pensent qu'il faut un plan Marshall pour venir nous aider à reprendre. Bon, moi je ne suis pas tout à fait de cet avis. Parce que moi je dis qu'avec cette réforme, nous allons atteindre ce qu'on appelle un seuil de bonne gouvernance globale qui va nous permettre d'être tellement attractifs qu'on n'aura même pas besoin d'aller chercher. C'est eux-mêmes qui viendront proposer leurs services. Parce que nous deviendrons tellement attractifs que c'est nous qui commencerons à dire, bon, pour vous, attendez encore un peu, parce qu'on a déjà trouvé une formule pour ça, et le plan Marshall, à ce moment-là, n'aura plus lieu d'être. La 16e et dernière mesure est celle qui rend possible une rapide unification continentale. Comment le rendre effectif? Là également, je crois qu'il y a beaucoup de Congolais et d'Africains qui veulent comprendre pourquoi, malgré l'évidence, parce qu'on peut dire que c'est évident qu'un continent morcelé comme nous le sommes a très peu de chances de s'en sortir. Nous sommes à 54 ou 55 maintenant. 55 États. C'est le continent le plus fragmenté. Eh bien, la nécessité d'être un bloc a été perçue
par les panafricanistes depuis plus d'un siècle. Mais ça n'a jamais été plus loin que dans les discours. Ici, avec cette réforme, on se trouve enfin en position de pouvoir accélérer l'unification continentale. De quelle manière? Tout simplement parce que les électeurs, là, au niveau national, en ce qui concerne le Congo, 10 millions de Congolais, mais ne pourront pas choisir quelqu'un qui ne dit pas que s'il est élu, il va effectivement accélérer l'unification continentale. Parce que c'est une exigence, c'est un impératif. À défaut d'être un pays continent où on n'a qu'un seul gouvernement au niveau de toute l'Afrique, on peut imaginer une Afrique, par exemple, à 4 blocs. C'est ça que moi je propose. 4 blocs. L'Afrique du Nord, à peu près nos frères arabes là-bas, l'Afrique australe et de l'océan Indien, sans le Congo, parce que le Congo est quand même, le Congo est plutôt au centre. Donc il y aurait l'Afrique australe qui partirait de l'Angola jusqu'au Mozambique et descend jusqu'à l'Afrique australe, n'est-ce pas? Et puis il y aurait l'Afrique centrale et orientale, c'est là où nous sommes, parce que nous sommes à la fois sur notre flanc est, nous sommes vers l'océan Indien, par le Kivu, l'Ituri et tous ces pays, toutes ces provinces qui sont à l'est, mais aussi nous sommes au centre par notre flanc ouest, parce que nous sommes sur la même ligne, la carte est là d'ailleurs, eh bien nous sommes là au milieu. À ce moment-là, si l'Afrique arrive à se structurer pour ne représenter que 4 grands blocs, à ce moment-là, le monde entier va commencer à faire attention à ce que l'Afrique dit. Parce qu'à 4, quand vous dites quelque chose, tous ensemble, les autres vont se dire non, on ne peut pas ne pas tenir compte de ça. Donc l'unification continentale n'a pas eu lieu jusqu'ici, parce que les dirigeants africains que vous voyez là, qui se retrouvent à Addis Abeba ou ailleurs chaque fois, mais ils tiennent mordicus à leur souveraineté comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Or, la souveraineté là des petits morceaux, des petits États, ça devient une souveraineté des pacotilles, parce qu'elle rapporte quoi? Rien du tout. Mais par contre, si vous devenez des blocs, je viens de parler du bloc l'Afrique australe, qui fonctionne en mode fédéral, donc comme les États-Unis d'Amérique, toute l'Afrique australe, ce serait un grand ensemble de type fédéral. Nous, au milieu, un grand ensemble de type fédéral. Les amis de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO actuelle, un ensemble de type fédéral. Et enfin, l'Afrique arabe, aussi un ensemble de type fédéral. À ce moment-là, nous aurons, le monde entier va enfin commencer à faire attention à ce que dit l'Afrique. Nous venons de passer en revue les 16 mesures dont il est question dans votre livre. Est-ce que qu'est-ce qui vous rassure en fait qu'en mettant en œuvre les 16 mesures dont on vient de parler, le Congo va réellement émerger dans 20 ans? Eh bien, d'abord je dis que le Congo va émerger parce que le seuil de bonne gouvernance globale dont j'ai parlé, pour que chaque centime dû à l'État tombe effectivement dans ses caisses, et en sorte que pour régler ses vraies créances, c'est ça le secret. Dès que vous aurez réglé cette équation, vous allez vous retrouver avec un budget, moi j'ai parlé de au moins pour démarrer dans l'état où nous sommes, 20 milliards. 20 milliards, ça devrait être le minimum pour démarrer. Mais avec une possibilité d'avoir une croissance, un taux de croissance à 2 chiffres chaque année, parce que le potentiel qu'il y a pour la croissance est tel que sur au moins 3 décennies, moi j'ai parlé de 20 ans, mais sur au moins 3 décennies, on est assuré parce que les infrastructures qu'il faut construire, les routes, les chemins de fer, les aéroports, les canaux et tout ce que vous voulez, pour que le Congo soit effectivement un espace économique intégré, mais dans la perspective, parce que nous venons de parler de l'unification continentale, eh bien à ce moment-là, le taux de croissance sera tellement élevé que tous les 5 ans au moins, le PIB va doubler, va doubler, va doubler. Et donc en 20 ans, si nous partons de 40 milliards aujourd'hui, dans 5 ans nous sommes à 80 milliards,
Dans 10 ans, nous sommes à 160 milliards. Dans 15 ans, nous sommes à 320 milliards. Et dans 20 ans, nous sommes à 620 milliards. Donc, l'émergence, c'est entre autres ce genre de paramètres. Donc, si dans 20 ans, nous passons de 40 milliards à 620 milliards, je crois qu'à ce moment-là, tout le monde va admettre qu'effectivement, le Congo est en train d'émerger. Avez-vous un mot magique en vue de clôturer cet entretien? Je préfère prononcer mon mot magique s'il y en a, quand on aura fait la deuxième partie, parce qu'il faut maintenant montrer sur quel pilier on va construire cette émergence. Dans l'émission que vous avez déjà promis de consacrer, on va parler de l'émergence et les piliers sur lesquels on va construire cette émergence. C'est peut-être à la fin de cette deuxième émission que je pourrai éventuellement sortir un mot magique s'il existe. Voilà, merci Monsieur Modeste d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Dans la prochaine édition, nous parlerons de la deuxième partie de cet ouvrage sur le développement intégral et fulgurant du Nouveau Congo. Le rendez-vous est donc pris. Au revoir.